Merci de m'avoir invité à cette audition publique. Je viens de Marseille. En bon méditerranéen, j'ai tendance à faire des phrases, donc arriver à tenir mon propos en 8 minutes, ça va être compliqué. Je vais tâcher de m'y tenir. Je vais balayer rapidement l'approche de réduction des risques liés aux usages d'alcool telle qu'on la défend au sein de l'association Santé. Et puis essayer de répondre à la question qui porte donc sur les possibilités d'intervention autour de cette notion de risque. Voilà. Alors on a vu hier dans une des interventions, c'est un chiffre récurrent qui revient de manière à peu près constante, on a vu que l'alcool en France tue chaque année 49 000 personnes, mais si certes la molécule alcool tue, ce qui tue tout aussi sûrement et tout aussi bien, c'est à la fois le silence, c'est la honte et c'est le stigmate qui frappe toutes les personnes repérées comme ayant un problème d'alcool. Ce qui tue également dans l'alcool, plus que la molécule, c'est le retard clinique qui fait qu'en moyenne, les gens viennent consulter pour leurs problématiques liées à leurs usages, viennent consulter avec 20 ou 30 ans de retard. Ce retard clinique, il s'explique en réalité parce que toute l'offre de soins supposée intervenir autour des usages d'alcool impose aux personnes qui sollicitent les dispositifs d'être prêtes soit à cesser leur consommation, soit à les modifier. Or, la modification d'un usage d'alcool qui est installé parfois depuis 20 ou 30 ans, ça demande à la fois des compétences, des ressources, un effort que si certains sont prêts à accomplir, beaucoup ne sont pas disposés à le mettre en place. C'est pour ça que la réduction des risques telle qu'on l'envisage, elle consiste d'abord, et c'est notre premier paradigme et notre premier principe, de proposer aux personnes qu'on accompagne de faire avec leur consommation telle qu'elle se présente à nous. Faire avec les consommations, ça veut dire accompagner les personnes usagères dans leur pratique d'usage telles qu'elles existent et telles qu'elles se présentent à nous. Ça demande aussi de repenser la relation d'accompagnement. Nous, l'accompagnement tel qu'on l'envisage, il consiste bien à proposer une aide à la gestion des pratiques d'usage telles qu'elles se conduisent. Énormément de gens ne sont pas du tout disposés à changer leur mode de consommation, leur pratique de consommation, leur niveau de consommation. Quand on ne peut pas changer une pratique, on la sécurise. Donc nous, nos modalités d'intervention, elles consistent à accompagner les personnes pour les protéger, pour sécuriser les consommations. En quelque sorte, on les aide à prendre soin de leurs usages, quels que soient ces usages. L'autre élément extrêmement important de notre approche consiste à considérer que les personnes usagères d'alcool, quel que soit leur usage, ont des compétences à boire. Or, trop souvent, ce qui caractérise la pratique alcoolologique, le discours alcoolologique, c'est qu'on envisage la personne qui a un problème d'alcool comme incompétente à consommer. Nous, notre travail, c'est de partir des compétences des usagers dont on considère qu'ils sont des alcoologues eux aussi, qui s'ignorent trop souvent et qu'on a tendance à ignorer. Ce qui nous intéresse, c'est de travailler avec eux autour de toutes les modalités de gestion qu'ils essayent de mettre en place pour souffrir le moins possible de leurs usages. La question des risques, la question de la réduction des risques, nécessite de repenser la notion même de risque. Nous, en tant que professionnels, on a une idée très précise des risques liés aux conduites d'alcoolisation. Qu'il s'agisse de risques somatiques, de risques psychiques, de risques sociaux, on a beaucoup d'outils que notre expertise nous ont permis de construire et qui nous permettent d'évaluer les risques que prennent les personnes en lien avec leur pratique d'usage.
Sauf qu'il y a un hiatus. C'est-à-dire qu'il y a les risques que nous, professionnels, envisageons, mais on aurait tort d'oublier que la personne usagère, elle, a sa propre lecture des risques liés à ses pratiques d'usage. Il ne sert à rien de prétendre réduire les risques si on s'en tient uniquement à intervenir auprès des risques que nous avons évalués en oubliant que la personne, elle, a sa propre grille d'évaluation et que parmi les risques qu'elle mesure, il y a des risques qu'elle va considérer comme acceptables et nécessaires au maintien d'une pratique qui, par ailleurs, procure des bienfaits. Et il y a aussi des risques dont elle a pleinement conscience de l'existence, mais dont elle sait bien que les ressources nécessaires pour les réduire lui sont à ce stade inaccessibles. Donc il faut complètement qu'on repense notre façon, premièrement, d'évaluer les risques, et secondement, de prioriser les risques potentiellement réductibles avec la personne. Or, parler de risques, si on ne met pas dans la balance tous les bénéfices liés à l'usage, ne mène nulle part. Les risques évalués isolément n'ont aucun intérêt thérapeutique. Par contre, les risques évalués au regard des bénéfices produits par ailleurs par la pratique nous permettent de distinguer les risques sur lesquels il est légitime de penser pouvoir intervenir et les risques sur lesquels il est illusoire de penser qu'on va pouvoir les réduire ou les faire disparaître. Il me reste combien de temps ? 1 minute et demie. Ah ouais. Bon, donc, pour ce faire, nous, notre matière à travailler la réduction des risques, c'est pas les niveaux quantitatifs d'usage, c'est pas le combien les gens boivent, mais c'est de travailler autour de comment les gens boivent. Parce qu'il existe autant de manières de boire qu'il existe de personnes qui boivent. Donc nous, ce qu'on propose de pratiquer, c'est ce qu'on appelle la picologie, qui est une science un peu moins sérieuse que l'alcoolologie, mais qui permet d'intervenir de manière fine sur le comment les gens boivent, qu'est-ce qu'ils mettent en place comme stratégie d'usage, qu'est-ce qu'ils mettent en place comme stratégie pour souffrir le moins possible de leurs usages. La picologie, ça consiste aussi à élaborer des compétences professionnelles, non pas d'aide au changement des usages, mais d'aide à la gestion des pratiques d'usage des personnes. On aide les gens à gérer au mieux et en souffrant le moins possible leur carrière d'usage. Un bon exemple de cette intervention consiste à maintenir ou à trouver chez les personnes usagères ce que nous on appelle la zone de confort. La zone de confort, c'est l'état dans lequel la personne se trouve être au mieux de ses capacités, en regard avec ses histoires d'usage. Ce qu'on voit trop souvent, c'est que les professionnels pensent que ce qu'il faut obtenir chez quelqu'un, c'est qu'il se sous-alcoolise. Or, la sous-alcoolisation génère systématiquement, ensuite, en amont ou en aval, des suralcoolisations. Or, le gros problème chez les personnes, c'est pas tant le niveau brut des quantités d'alcool absorbées que la répétition en permanence pendant des années d'épisodes de suralcoolisation et de sous-alcoolisation. C'est particulièrement neurotoxique, ça a des effets particulièrement sur les comportements des personnes. Là, il doit rester 30 secondes. Il faut conclure. Ok, donc je vais conclure en disant, au fondement de notre pratique, il y a le constat d'une carence. Certes, on sait faire arrêter les gens de boire. Certes, aujourd'hui, notamment avec l'apport de nouvelles molécules, on nous explique qu'on sait aussi comment faire diminuer les consommations des personnes. Et nous, on dit qu'il faut aussi développer des pratiques fines, et y compris cliniques, qui visent à développer des modalités d'accompagnement dans le cadre du maintien des consommations d'alcool. La définition du moindre risque, elle passe par une alliance thérapeutique. Ce qui m'intéresse en tant que professionnel, c'est que l'usager et moi, nous mettions d'accord sur les risques sur lesquels on va intervenir. Et je finirai en disant que, puisqu'on parle de réduction des risques, il nous semble qu'il y a 3 piliers nécessaires pour une politique cohérente de santé publique en matière de réduction des risques alcool. Il faut que l'on envisage 1. La sortie de l'usage, 2. Le changement de l'usage,
Et 3, qu'on mette en place des moyens, des compétences, qu'on protocolise des modalités d'intervention qui visent à permettre aux personnes de vivre au mieux leurs usages tels qu'ils se présentent. J'arrête là. Merci beaucoup. Merci pour ce point de vue très clair. La parole est à Anne Borgne, RESPAD. Merci, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Merci. Donc je vais essayer d'aller vite. Déjà, je remercie la FFA de m'avoir donné l'occasion de communiquer dans une de ces 2 journées. Et j'espère ne pas être redondante avec ce qui s'est dit hier, parce que je n'étais malheureusement pas présente hier. Et je vais essayer d'aller à l'essentiel. Et je remercie aussi Jean-Michel Delisle de l'introduction qu'il a pu faire sur la réduction des risques en tabacologie dans son topo tout à l'heure. Alors, hop, il est là. Donc les constats, je vais très rapidement là-dessus, un problème de santé publique majeur, de la toxicité très importante du tabac. Cette toxicité démarre dès l'initiation au tabagisme, et le problème du tabac, c'est que c'est une substance qui rend extrêmement addict et très rapidement, et qu'un grand nombre de fumeurs, malgré la connaissance des risques ou malgré l'existence de dommages, ont les plus grandes difficultés à arrêter leur consommation. C'est pour ça qu'il faut peut-être réfléchir à d'autres stratégies que l'arrêt pour ceux pour qui ce n'est pas possible à un moment, à un instant T. Pardon, c'est là qu'on regarde. Alors, plusieurs façons de réduire sa consommation de tabagisme. La première, c'est de diminuer le nombre de cigarettes fumées de façon normale, en les comptant, en contrôlant ces moments. On sait très bien qu'en faisant ça, un fumeur dépendant qui a besoin d'un certain niveau de nicotinémie va compenser en inhalant plus fortement pour avoir la même quantité de nicotine, et ce faisant augmenter la toxicité de la fumée inhalée et des toxiques inhalés, avec pourtant un nombre de cigarettes inférieures. Et c'est sûrement ce que voulait évoquer hier Yvan Berlin. J'ai entendu parler du topo d'Yvan Berlin sur le fait que la réduction de consommation ne semble pas améliorer la morbimortalité des fumeurs, sauf qu'il y a d'autres manières de réduire son tabagisme, c'est de le faire avec un apport autre de nicotine que de nicotine fumée et inhalée, c'est-à-dire par exemple avec l'utilisation de substituts nicotiniques qui va permettre d'éviter ce phénomène compensatoire et finalement d'arriver à faire rentrer dans l'organisme moins de produits de combustion. Et on sait que dans la fumée du tabac, ce qui est gênant et ce qui entraîne tous les risques pour la santé, ce sont les produits de combustion. Et comme disait quelqu'un d'autre tout à l'heure, je crois que c'est Jean-Michel Delisle, ce n'est pas la nicotine, le problème du tabac. Ça va aussi permettre, et ça je crois qu'on n'en a pas beaucoup parlé, c'est la confiance dans la possibilité que quelque chose puisse changer chez quelqu'un qui se pensait incapable d'arrêter de fumer, qui s'aperçoit qu'en réduisant avec une stratégie médicamenteuse et d'accompagnement à côté, finalement il y a des choses qui changent. Il expérimente des effets positifs de son arrêt du tabac. Il expérimente par exemple la possibilité de rester 4 heures dans un amphithéâtre sans être obligé d'aller fumer et de sortir d'un topo pour aller remonter son taux de nicotine. Il expérimente un certain confort, une certaine amélioration de sa qualité de vie, etc. Et donc, même si ça, et ça n'a pas été étudié, n'a pas d'effet prouvé d'amélioration de la santé, et je répète qu'on n'a pas d'études de longue cohorte de gens qui réduisent en utilisant des substituts nicotiniques, et qu'on sait que c'est la durée du tabagisme qui entraîne le risque de cancer, mais il y a d'autres risques pour la santé, et notamment le risque cardiovasculaire qui sont liés à la quantité fumée et à la quantité de toxiques fumés, des produits de combustion, donc notamment le monoxyde de carbone qui entraîne tous les risques cardiovasculaires. Donc on peut quand même, sans attendre des études, se dire que de faire ça, c'est mieux que de fumer complètement. L'autre manière que vous connaissez, vous avez dû déjà l'évoquer, Jacques est dans la salle et a dû en parler hier, on en reparlera cet après-midi avec le président de l'association des usagers de cigarettes électroniques, le vaporisateur personnel, mal appelé cigarette électronique. Je crois qu'on devrait arrêter de l'appeler cigarette parce que cigarette, ça évoque produits toxiques et combustion. Donc vaporisateur personnel, pas de combustion, pas de fumée, donc pas d'inhalation de produits toxiques. On voit bien que c'est un produit, on a parlé de santé communautaire tout à l'heure, si on peut parler de santé communautaire dans le tabac, voilà une communauté qui s'est constituée avec les vapoteurs et l'association indépendante des usagers de la cigarette électronique, et c'est ça qui a entraîné un mouvement et notamment a entraîné un certain nombre de professionnels de santé qui étaient plutôt réticents au départ sur on n'a pas les preuves, on ne sait pas encore si c'est pas très toxique, et que cette communauté nous a fait nous poser des questions et se dire mais finalement ça marche. Donc c'est une alternative au tabac bien moins dangereuse.
c'est pas un médicament. Il faut que ça reste un produit de première nécessité utilisé par des gens qui en ont le libre accès et qui vont choisir la vapoteuse qui leur convient, avec le taux de nicotine qui leur convient, et que ça ne soit pas uniquement un produit distribué par le circuit des professionnels de santé. Par contre, il faudrait que les professionnels de santé se l'approprient comme un conseil auprès des fumeurs qui viennent les voir et qui ont un projet d'arrêt ou de réduction du tabagisme. Un petit mot sur des produits dont on a un peu tendance à se méfier actuellement. 3 minutes. Mais c'est génial, j'aurais fini avant. Très bien. Je peux ralentir. Merci. Donc des produits qui sont pour certains déjà sur le marché, dans certains pays, pas encore en France, mais qui sont en train d'émerger, dont on a tendance à se méfier un peu parce qu'ils sont issus de l'industrie du tabac. Donc on se dit toujours l'industrie du tabac, est-ce qu'ils vont vraiment fabriquer un produit pour protéger la santé du fumeur? Jusqu'à maintenant, ils ne l'avaient pas fait. Mais quand même, ce sont donc ces produits qui vont chauffer du tabac et non pas le brûler. Donc ils vont du coup enlever justement cette toxicité des produits nés de la combustion, donc du produit chauffé. Vous voyez, il y en a deux là, IQOS et Plume. Un autre qui est un vaporisateur à clapet, donc un peu comme le Bécotide, par exemple, je dis un mot commercial, c'était pas de faire les trucs pour les traitements de l'asthme et qui va permettre d'inhaler de la nicotine, donc toujours pas de produit de combustion. Ce produit VOC, d'ailleurs, est commercialisé aux États-Unis et recommandé comme un traitement pour l'arrêt du tabac. Donc on voit bien là aussi que ça pourrait être intéressant pour des fumeurs qui n'arrivent pas à rentrer dans une stratégie classique avec des substituts nicotiniques, qui ont eu éventuellement un échec avec le vapoteur personnel. Et donc ces produits pourraient être intéressants. Pour l'instant, on n'a pas de données sur leur innocuité à long terme, mais essayons d'innover et regardons comment ça se passe. Juste, j'aime bien ce schéma que j'ai emprunté à Bertrand Dotzenberg, que vous connaissez tous, et qui montre le marché de la nicotine et comment plein de produits sont apparus. Et vous voyez que à gauche, il y a le tabac brûlé, qui est le produit le plus toxique, donc en rouge, et à droite, vous avez les moins toxiques, qui sont les traitements de substitution nicotinique pour le sevrage. Et on voit que les nouveaux produits de tabac chauffé et pas fumé sont un petit peu à gauche de ce trait entre très toxique et pas toxique, et que le vapoteur personnel, il est plutôt du côté des substituts nicotiniques, et que moi, qui ne fume plus depuis longtemps, mais si je devais aujourd'hui reconsommer de la nicotine, j'irais plutôt vers la droite du schéma que plutôt vers la gauche, dans l'espoir de protéger ma santé. Et ce schéma de Nuts, qui est une autre façon de montrer la même chose, hein, et qui gradue la toxicité des différents apports de nicotine sous toutes leurs formes, où on voit bien que le plus toxique, alors moi je vois rien parce que là c'est tout petit, mais vous voyez que le plus toxique, c'est la fumée du tabac, et que tout au bout, dans les substituts nicotiniques, le moins toxique, c'est le patch, hein, le timbre transdermique, et à côté toutes les formes orales, et que le vapoteur personnel est au milieu et plutôt vers les produits pas toxiques que plutôt vers ceux qui sont toxiques. Pour conclure, donc on a quand même de plus en plus de données sur l'intérêt d'agir en dehors de la sacro-sainte abstinence qui n'est pas possible pour certains utilisateurs de tabac fumé, et qu'il faut bien leur proposer une alternative. Le problème, c'est qu'on est en ce moment dans une période où les messages sont très contradictoires, à la fois les messages que reçoivent le grand public par les médias, le nombre de patients que nous recevons nous et qui disent « Ah ben, j'ai vu un article où on m'a dit que la cigarette électronique c'est plein de cancérogènes » et donc boum, du coup ils ont recommencé à prendre leur cigarette fumée, pensant qu'elle était moins toxique que la cigarette électronique. Hein, donc il y a un rôle de formation, d'information et d'étude de la littérature, parce qu'il y a de la littérature sur ces formes de tabac non brûlés, et donc former d'abord les professionnels de santé pour qu'eux-mêmes délivrent un message encourageant vers une alternative à la cigarette sans obligation d'abstinence. J'ai oublié d'insister sur quelque chose d'important, c'est que quand on est dans un projet de réduction, parce que l'abstinence n'est pas possible, on peut imaginer que cette période d'essai, de changement, va mener à une augmentation de la confiance en soi pour arriver à arrêter de fumer plus précocement que si on n'avait rien fait. Et je terminerai là-dessus. Merci beaucoup. Donc la parole est à Elisabeth Avril, Gaïa Paris. Bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas trop comment ça marche.
flèche verte. Ah, voilà. Donc voilà, je ne répéterai pas le titre que j'ai mis aussi comme Pierre Chapard, Un mois à comprendre, mais vous pouvez le lire. Donc moi, je voulais parler d'une approche non normative du phénomène de la dépendance qui serait axée sur le comment plutôt que sur le pourquoi. Je me suis posé la question, je me suis interrogée sur ce qu'étaient en fait les outils de la consommation à moindre risque, et je me suis dit, en fait, c'est ce que je fais depuis 25 ans, c'est la réduction des risques. Alors c'est très vaste, en 3 minutes 50, je crois qu'on a. Et j'ai listé un peu ce que c'était que la réduction des risques. Donc, premièrement, pour moi, c'est un accueil inconditionnel des personnes. Vous avez poussé la bonne porte, asseyez-vous, on va parler. Et c'est pas revenez dans 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Une approche centrée sur la personne, donc partir des savoirs de la personne. Personnellement, j'ai jamais rencontré de personnes qui n'avaient pas de stratégie de consommation, même les gens qui paraissent les plus perdus, en errance. Ils ont tous des petites stratégies qu'ils ont mis en place pour eux et puis pour les autres. Donc c'est vraiment important de le souligner. L'intégration des pairs, on répète ça depuis des années, mais c'est vraiment important de pouvoir travailler avec des personnes qui ont cette expérience de consommation de produits psychoactifs. La réduction des risques en SAPA, ce n'est pas seulement la distribution du matériel, mais ça pourrait être que ça et ça serait déjà pas mal. Que les outils de consommation connus soient connus et promus par les intervenants, que les intervenants puissent élaborer des stratégies de gestion de consommation co-élaborées avec les personnes qu'ils reçoivent. La place des traitements de substitution dans l'accompagnement comme outil de réduction des risques également. C'est utilisé comme ça dans nombre de pays. Permettent aussi l'ouverture d'espaces de consommation et permettent aussi des programmes d'accompagnement et d'éducation aux risques liés à l'injection. Donc quand on voit cette liste-là, je me suis dit que en fait, ces pratiques n'étaient pas forcément intégrées de manière égale sur tout le territoire, qu'il y avait beaucoup de disparités. Donc revenir sur quelques principes fondamentaux pour une réduction des risques rénovée, adaptés aux besoins des personnes qu'on reçoit et au contexte. Donc, il me semble que l'accompagnement de la consommation à moindre risque devrait privilégier une approche globale, répondant aux besoins des personnes sans jugement moral, sans jugement de valeur sur leur consommation. Là, j'insiste puisque c'est, pour le dernier point, donc il y a beaucoup de précarité parmi les personnes qu'on reçoit, et donc les besoins des personnes ne sont pas forcément les besoins identifiés par les professionnels. Les gens ont souvent besoin juste d'un toit sur la tête, en premier lieu, et puis après, si besoin, on va parler d'autre chose. Impliquer et inclure de façon opérationnelle, et je dis bien opérationnelle, les personnes ayant des expériences vécues avec les drogues dans les établissements CARUD et XAPA, c'est-à-dire ne pas se contenter d'un CVS, les faire participer, soit en tant que salariés, soit en tant que bénévoles. Il y a toutes sortes de façons de travailler avec les usagers. Et puis, le dernier point qui est très important, c'est dépénaliser l'usage des drogues, décriminaliser l'usager. Si on veut avoir affaire à des citoyens, il faut les traiter comme des citoyens. Et je pense que ça changerait beaucoup sur les pratiques professionnelles si on pouvait rencontrer des citoyens à part entière et pas des délinquants qui vont faire des mois de prison à répétition pour des récidives d'usage qui ne les mènent nulle part et auxquels les professionnels sont confrontés sans savoir vraiment exactement comment faire, même s'il y a des améliorations, il y a des XAPA référents sortant de prison, des choses comme ça. Mais quand on voit que les gens font 1 mois de prison, ressortent pour 3 mois, retournent 1 mois en prison pour des questions d'usage, ça nous paraît complètement contre-productif. Et puis ça pourrait permettre aussi que si tous les consommateurs de drogue étaient considérés comme des citoyens à part entière, ils pourraient peut-être pousser plus souvent la porte des CARUD et des XAPA, ils se sentiraient plus à l'aise, ils pourraient relever la tête et parler peut-être éventuellement des difficultés qu'ils rencontrent. Donc tout ça nous amène à une approche pragmatique et collaborative avec les personnes que l'on reçoit. J'ai cité quelques exemples dont l'ouverture de salles de consommation à moindre risque sanitaire avec un accompagnement social, évidemment, après étude des besoins et du contexte. Il ne s'agit pas de faire des salles partout, mais je pense qu'il est nécessaire d'y réfléchir maintenant qu'on va avoir la possibilité cette année d'ouvrir des salles en France, mettre en place des espaces d'accompagnement et d'éducation à l'injection dans les CARUD et les XAPA pour les personnes en difficulté avec cette pratique, et permettre à certains usagers l'accès des programmes d'héroïne médicalisée selon des critères définis par une commission d'experts, incluant les usagers. Il me semble que ça serait
des mesures phares, mais il y en a d'autres. Il y a par exemple les projets de naloxone pour lutter contre les overdoses mortelles qui pourraient aussi inclure les pairs, les usagers eux-mêmes dans ces projets. Donc il faut pour tout ça révolutionner un peu nos pratiques, donc avoir une approche non normative du phénomène de la dépendance, axée sur le comment et non le pourquoi, parce que vraiment, on devrait tous se poser la question, en tout cas pour les intervenants de réduction des risques, c'est comment on consomme, je rejoins Mathieu, plutôt que pourquoi on consomme. Le pourquoi, ça viendrait après, c'est beaucoup plus intime, ça demande une alliance thérapeutique, c'est autre chose, c'est un autre stade. Mais le comment on consomme, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour faire alliance avec la personne. Et on peut reconnaître aussi son expertise en la matière. Donc reconnaître l'expertise de la personne sur ses pratiques, respecter le choix de son mode de vie, choix de recevoir ou non une assistance et un accompagnement. Ça ramène au libre choix et à la capacité d'agir. En anglais, on dit empowerment, mais moi j'aime bien capacité d'agir. Donc la personne devient un partenaire avec qui on peut négocier et travailler. Et c'est on l'a vu dans les présentations précédentes, c'est tout l'intérêt sur l'innovation, sur remonter les problématiques du terrain. C'est vraiment ça foisonne quand on travaille avec les usagers, alors que quand on reste entre soi, les choses se figent dans les XAPA et les CARUD et on n'avance plus vraiment. Et donc tout ça aussi pour vraiment signaler il me semble que dès le départ, la réduction des risques à lutter contre la subordination de l'usager à la logique des services, on est plus dans... On se rencontre, quoi. C'est-à-dire qu'on va vers, nous on va vers, eux ils vont vers, et on se rencontre. Alors que dans toutes les institutions, je suis médecin, je travaille à l'hôpital, on attend et les gens s'adaptent à notre cadre. Donc, répondre aux besoins élémentaires des personnes, c'est très vite, on rencontre beaucoup de gens précaires qui sont précarisés, entre autres pour ces questions de loi, puisqu'ils sont délinquants. Et donc, on a maintenant dans nos XAPA CARUD vraiment le lien direct avec toutes ces personnes qui sont à la rue. Donc, comment on fait pour travailler sur quoi que ce soit avant de mettre les gens un peu en sécurité dans des hébergements adaptés à leurs besoins. Donc, il faudrait former les professionnels de l'hébergement social à la réduction des risques et des méfaits. Je passe parce que... Donc, en conclusion, pour l'intégration de la notion de projet individuel de consommation à moindre risque, c'est le projet de l'usager dans les pratiques professionnelles, nécessite un changement de regard sur les addictions en y incluant la perspective de vivre en consommant des drogues. Donc ça a été dit, mais je pense que c'est important de le dire. Ça peut être une perspective pour nombre de nos concitoyens. Construire des projets qui répondent aux besoins élémentaires des personnes, sans condition d'abstinence déclarée ou cachée, parce qu'on voit bien que les gens cachent aussi leur consommation, puisque ça peut être un frein à accéder à tel ou tel dispositif. Donc avec des intervenants formés et des bénéficiaires partie prenante des dispositifs. Les bénéficiaires peuvent apporter aussi aux intervenants énormément. Et donc la participation active des usagers au programme est un des points essentiels de la réduction des risques. Malheureusement, c'est un pilier d'intervention qui a quasiment disparu, pas complètement, mais quasiment disparu des XAPA CARUD. Et je tiens à souligner que la présence de pairs dans une équipe est essentielle au projet de consommation à moindre risque. Sans ça, on ne peut pas faire de consommation à moindre risque. Merci. Merci à tous les trois d'avoir allié clarté et concision. Ce n'est pas incompatible. Je vous invite à faire de même dans la salle. Professeur Sicard. Merci pour ces interventions. Deux questions, une pour Mathieu Fiolaine et une pour Anne Borgne. Sur Mathieu Fiolaine, est-ce que l'excellent sigle psychologie est adapté au fond aux buveurs chroniques, mais les nouvelles façons de boire des jeunes paroxystiques, est-ce que la psychologie est adaptée? Et à Anne Borgne, est-ce que, au fond, avoir donné aux cigarettiers un regard sur le vapotage n'est pas une réduction de la réduction des risques, dans la mesure où, à partir du mois de mai 16, ils vont limiter les teneurs de nicotine dans les nouvelles formes de vapotage. Et est-ce qu'on n'est pas dans une contradiction absolue, au fond, où le marché, sous couvert de protection, est une dévastation de la réduction des risques par le vapotage? Alors, la psychologie est expérimentale, dynamique et adaptative.
La psychologie a vocation à s'adresser à toute personne usagère d'alcool, à quelque titre que ce soit, et qui à un moment donné se trouve en difficulté non pas par ses consommations directement, mais par généralement plutôt le contexte dans lequel se produisent ces consommations. C'est pour ça que ça va tout à fait avec ces consommations paroxystiques que vous évoquez. En fait, je pense que ces consommations paroxystiques ont acquis une nouvelle visibilité, mais ne sont pas si nouvelles qu'on veut nous le faire croire. Première chose. Deuxièmement, justement, la psychologie remplit pleinement sa fonction dans ce cadre-là, parce que nous, par exemple, on travaille à l'élaboration d'un manuel de la cuite réussie. Il se trouve que les gens se bourrent la gueule, qu'on le veuille ou non. Il serait sans doute souhaitable qu'ils ne le fassent pas, et plus la science avance, plus elle trouve de nouveaux arguments, notamment neurologiques, pour dire qu'il ne faudrait pas le faire. Mais la réalité, c'est que les gens le font. Donc une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on met en place concrètement pour que s'ils le font, quand bien même l'idéal serait qu'ils ne le fassent pas, ils le fassent à tout le moins avec le maximum de sécurité. Donc voilà. Merci. Anne? Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, mais les cigarettiers ont de tout temps cherché à nous leurrer en fabriquant des cigarettes allégées, adoucies en nicotine, dont on savait qu'elles ne protégeaient pas du tout la santé des consommateurs. Ils ont raté le marché de la cigarette électronique au moment de son émergence, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu le phénomène arriver et que c'est d'autres, et notamment les consommateurs, qui s'en sont emparés. Et là, ils sont probablement en train de craindre pour leur marché en voyant... Voilà. Et donc, ils essayent de remettre la main. Ce que j'espère, moi, c'est que du coup, la cigarette brûlée, fumée, va disparaître du marché et qu'on n'aura que des produits, peut-être pas complètement anodins, mais beaucoup, beaucoup moins dangereux que le tabac fumé. C'est pour ça que je pense que je n'ai pas compris complètement votre question. La directive européenne qui limite la teneur en nicotine. Or, on sait très très bien. Dans les vapoteurs? Oui. Ah bah oui. Oui. Mais donc là, ils récupèrent, au fond, ils vont montrer que le vapotage n'est pas capable de satisfaire les usagers. Et donc, au fond, que la directive européenne, en mai 2016, soit de nature à avoir, au fond, rendu inutilisable à long terme le vapotage, à quelque chose de totalement contradictoire. On se dit que là, au fond, Bruxelles a été complètement pris dans les mains des cigarettiers. Il y a quelque chose de totalement... mais qui devrait être dénoncé de façon extrêmement forte. Alors, on veut bien que vous nous aidiez à le dénoncer, parce qu'en effet, les lobbies des décisions qui se prennent au Parlement européen, il y a les lobbies du tabac derrière qui agissent et qui sont beaucoup plus forts que les lobbies de la santé publique, et que pourtant, il y a eu des combats menés par tous les acteurs de santé européens, dont les vapoteurs, mais aussi des acteurs de santé. On n'a pas gagné ce combat, mais on peut continuer à le mener. On veut bien que vous nous aidiez, que cette audition publique puisse permettre d'émettre un message fort dans ce sens. Oui. Pour continuer sur le même domaine, est-ce que vous pensez bien raisonnable que le ministère de la Santé mette une étude en place sur la cigarette électronique comparée aux IBAN, ce qui est quand même absolument antithétique avec justement un produit qui serait plutôt un produit bas seuil à diffuser largement. Et surtout un produit qui n'est plus très utilisé, le Ziban. Voilà. Non, mais c'est quand même le projet qui est d'une étude très très largement financée sur des produits complètement obsolètes. Vous me l'apprenez, je ne savais pas qu'il y avait une telle étude qui était en train de se mettre en place. Ah, c'est la varenicline. C'est la varenicline. La varenicline est plus utilisée, mais enfin, c'est assez drôle qu'on mette une étude en place sur la varenicline qu'on a retirée du remboursement forfaitaire de 50 € il y a quelques années, et on y a laissé les substituts nicotiniques. D'ailleurs, un autre combat, c'est que tous ces traitements soient complètement remboursés et pas de manière forfaitaire, parce que les précaires n'ont pas accès. 50 €, ça suffit pas pour arrêter de fumer quand on est précaire et qu'on est très dépendant et qu'on a besoin de beaucoup de substituts nicotiniques. Alors, oui, je ne vois pas beaucoup de sens à cette étude, en effet. Et j'espère qu'il n'y a pas un bras placebo. Si, pourquoi oui, je ne la ferai pas. Et dernière, autre question dans ce même domaine, vous parliez de psychologie, moi ça me va bien parce que ça correspond bien avec ma pratique, mais il manque une clopologie. À savoir, on a fait 2-3 études quand même sur la typologie des patients qui utilisent la cigarette électronique, et c'est quand même extrêmement complexe, et il n'y a pas un type de fumeur unique, et il y a des tas de gens qui sont très très mal à l'aise avec ce produit, qu'on présente peut-être un petit peu trop comme une solution idéale, et qui fait qu'on retrouve des patients en échec
avec la cigarette électronique et qui donc retombent dans quelque chose qui est très négatif comme effet parce qu'ils n'ont pas réussi à mieux maîtriser leur consommation par rapport à quelque chose qui est présenté comme un peu magique. Ouais. Alors, il ne faut pas non plus... Dans toutes ces stratégies, il n'y a rien qui est magique. Il y a par contre des outils qui vont correspondre à une population très diversifiée et que chacun doit trouver son outil. Pour certains, ça sera la cigarette électronique, pour d'autres, ce sera autre chose, ou ce sera l'arrêt, ou ce sera les substituts nicotiniques classiques, ou peut-être ces nouveaux produits de tabac chauffés mais non brûlés, éventuellement. Mais en effet, il y a une phrase, je l'ai recopiée, une phrase qu'a dite Elisabeth, là, c'était « reconnaître l'expertise de la personne et respecter ses choix ». Elle en parlait pour les usagers de drogue. Moi, c'est exactement la même chose pour les fumeurs du tabac. C'est des prises en charge très spécialisées et chacun, et c'est écouter leur expérience et de savoir qu'est-ce qui va les aider. Et dans les cigarettes électroniques, il y a tellement de modèles que il faut... Alors, le problème, c'est que ça coûte cher et que les gens qui n'ont pas de moyens financiers ont du mal à essayer plusieurs outils, plusieurs vapoteurs. Mais on sait que c'est quelquefois juste l'outil qui ne convient pas et qu'il faut changer d'outil. Mais que les derniers nés sont plus performants et éventuellement plus efficaces. Ok. François, les internautes, ou une question de François Dio avant de prendre les internautes, rapidement. Il nous reste 0 temps. Oui, moi, merci pour vos exposés. J'ai été surpris, en fait, de voir qu'en France, il n'est pas disponible ce qui a l'air d'être assez dominant en Scandinavie, particulièrement en Suède. C'est le tabac prisé, le snus. C'est accessible partout, très facilement, et beaucoup de jeunes ne fument pas, mais par contre, utilisent ce produit. Est-ce que c'est une alternative? On a vu que sa dangerosité avait l'air d'être moindre. Tout à fait. Donc, pourquoi ce n'est pas disponible en France? Parce que le ministère de la Santé ne l'autorise pas, parce qu'il n'y a pas eu d'autorisation de mise sur le marché. Non, tel. Ouais. Mais en Suède, c'est en Europe. Merci de ces précisions. Dernière petite synthèse oui, alors du 2.0. Les internautes sont très bavards et intéressés par la question. Alors on les entend, on les écoute et on les salue. Ils posent diverses questions sur l'alcool, le tabac et la réduction des risques. Je crois que les différentes discussions ont répondu à leurs questions. J'ai retenu quand même 3 points. Un qu'on a peu abordé, qui est la polyconsommation. Est-ce qu'un polyconsommateur est plus fragile? Est-ce que les risques et la prise en charge sont différents? Et je crois que c'est un point essentiel. Alors des points qu'on pourra peut-être clarifier tout de même, ou en tout cas répondre précisément, que je résumerai de la façon suivante. Toutes les tentatives de santé publique ont échoué, et donc certains internautes ont une tentative de prohibition en disant il faut mettre le tabac et probablement l'alcool sur des listes et l'interdire pour protéger les futures générations. Un autre propose de dire est-ce qu'il ne faut pas travailler avec les lobbies du tabac, et je rajouterai à titre personnel ceux de l'alcool pour faire une prévention plus adaptée. Et troisièmement, quelque chose de difficile aussi sur le plan très, très pratique, qui est concrètement comment se passe le mélange des publics. Alors là, il parle de cas à rude, mais je crois qu'on peut l'étendre à l'ensemble des structures addictologiques. Et sur le plan pratico-pratique, comment travailler les RDR alcool en cas à rude. Merci. Mélange des différentes peut-être populations. Elisabeth Avril sur les polyconsommations, on ne pourra pas répondre à tout. Justement, sur les polyconsommations, moi, ce qui me vient surtout à l'esprit, là, c'est l'alcool. Donc, on rencontre des gens qui ont historiquement des consommations d'opiacés ou de stimulants. Et puis, depuis, on va dire, plus d'une dizaine d'années, et c'est quand même très fortement lié à la précarité, il y a des consommations massives d'alcool. Ça peut aller à des 10 litres de bière forte par jour. Je pense que c'est plus là-dessus qu'on doit vraiment travailler, parce que c'est ce qui peut poser le plus de difficultés en termes de santé pour les personnes. En termes de tout, l'environnement, quand on parle avec les riverains par rapport à la salle de consommation, les troubles du comportement des personnes, c'est quasiment lié qu'à l'alcool. Donc il faut qu'on arrive à travailler ces questions de réduction des risques alcool. On s'est rapproché de gens comme Mathieu, on a travaillé en transversal aussi avec d'autres CARUD pour trouver des solutions, pour pouvoir en parler. Et il y a des pistes de réflexion. Par exemple, sur l'Île-de-France, Gaïa mène un projet fibroscan mobile hépatite. Et dans ce cadre-là, ce qui m'a semblé intéressant, c'est qu'on propose à
toutes les personnes de faire l'examen par FibroScan. Et au bout de 6 mois, les usagers l'ont intégré comme outil de réduction des risques par rapport à leur consommation d'alcool. Ce que nous, on supposait un peu, mais on l'a démédicalisé, en fait, le FibroScan, d'une certaine manière, même s'il a encore un temps médical, mais il a aussi un temps réduction des risques sur ces questions d'alcool pour les polyconsommateurs. Ça me semble, toujours... partir des constats de terrain, c'est ça la réduction des risques, voir qu'est-ce qu'intéresse les gens, comment on peut travailler avec eux. Et il y a des gens qui viennent nous voir, donc on passe une fois par trimestre dans toutes les structures. Il y a des gens qui reviennent nous voir en disant, bon, je bois un peu moins ou je bois un peu plus. Enfin, voilà, j'aimerais bien que vous fassiez l'examen, on va regarder un petit peu. Enfin, ils se sont appropriés le truc pour leur consommation et pour gérer leur consommation. Et il me semble que des pistes comme ça, on devrait essayer de phosphorer un peu plus et on en trouverait, quoi. Merci à tous les trois. On est obligé de... Désolé.